Now please, Violaine Lalande from University Paris Diderot. Et Violaine va nous parler des phénomènes d'apprentissage dans des réseaux de neurones artificiels. Merci Violaine. Bonsoir tout le monde. Ça fonctionne, oui. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre, le devenir? Je pense que vous voulez savoir. Et les scientifiques aussi. Donc, ils s'intéressent à la question en regardant ce qu'est le cerveau et comment il fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est le cerveau? C'est un réseau de neurones, un très grand nombre, encore plus de connexions. Et chaque neurone a la capacité de se dépolariser, d'émettre un potentiel d'action qui ressemble à une décharge électrique. Cette décharge électrique se propage le long de ses bras et vient stimuler les autres neurones qui font partie du réseau. Un neurone qui reçoit des stimulations est très susceptible d'émettre un potentiel d'action. On a donc un réseau vivant qui a une certaine activité électrique. Alors, qu'est-ce que c'est là-dedans apprendre? Pour vous parler de ça, je veux vous parler de M. Hebb, qui, il y a 50 ans, observait les réseaux de neurones et a constaté que les réseaux de neurones, ils avaient des connexions qui pouvaient évoluer. Les neurones qui travaillaient ensemble avaient tendance à avoir des connexions plus étroites. Neurons that fire together, wire together. Ils se branchent ensemble lorsqu'ils ont une activité cohérente. Alors, imaginons que je veuille apprendre quelque chose de nouveau. Je veux apprendre que ce rond est rouge. Il s'agit de faire un lien entre les deux. Ce rond peut être codé dans mon cerveau comme une certaine population de neurones qui s'active. Et le rouge, une autre population de neurones qui s'active. Et en associant les deux, je fais travailler ces deux populations de neurones simultanément. Et les deux populations, comme elles ont une activité cohérente, elles vont voir leur lien se renforcer jusqu'à ce qu'une association assez robuste entre la forme ronde et la couleur rouge soit créée et que j'ai enfin appris que le rond est rouge. On est content, on a tout compris. On sait comment on apprend. Ah ouais, mais non, le hic, c'est que là, quand je vous l'ai fait, il y avait un superviseur. J'étais là pour dire « Ah bah le rouge c'est là, ah le rond c'est là, et les connexions sont là, ah bah on renforce celle-ci. » Mais dans le cerveau, c'est pas comme ça. Les neurones, ils n'ont pas un chef qui leur dit « T'es sur le chemin, renforce-toi ». Ils ne voient que leurs voisins directs. Alors ça veut dire que ce processus qui fait à grande échelle émerger un processus d'apprentissage, c'est quelque chose qui est codé intrinsèquement à l'échelle du neurone et on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Alors il y a 10 ans, des chercheurs se sont rendus compte que quelque chose peut influencer cela. C'est le timing entre les potentiels d'action. Si on prend deux neurones et que ces deux neurones émettent un potentiel d'action, le décalage de temps entre ces deux neurones favorise le renforcement de la connexion dans un sens déterminé. Un retard favorise dans ce sens-là, une avance va détruire la connexion. Mon travail, c'est de caractériser quel est le poids de ce phénomène parmi d'autres possibles pour l'apprentissage. Violaine, qui est étudiante en Master 2 de physique des systèmes complexes ici à Paris Diderot. Ça marche. Merci de nous amener sur un sujet qui est absolument passionnant. Est-ce que vous pensez que les recherches sur le cerveau avancent 10 fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Je ne suis pas sûre que ça avance 10 fois plus vite. Je pense que ça avance plus vite. Mais en fait, ça avance, mais plus on avance, plus on découvre de questions. Donc, est-ce que ce qu'on appelle avancer, c'est trouver des réponses ou trouver des questions? Ça, il y a peut-être 10 ans, la STDP, ça venait de sortir, c'était très très à la mode. Là, on se demande si ce renforcement, du point de vue du retard, on se rend compte qu'il y a sûrement d'autres facteurs. Est-ce qu'on a avancé? Sûrement, mais on n'a pas résolu le problème. Au contraire, il est plus complexe qu'auparavant. Est-ce que vous sentez plus quelqu'un qui répond à des questions ou quelqu'un qui fait émerger des questions? Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui pose des questions plutôt que d'y répondre.
Parce que je pense que tout le monde sera d'accord si je dis que le monde c'est compliqué et que, en général, les réponses amènent plus de questions qu'elles n'en... C'est une belle définition de la recherche, merci. Mais je vais vous poser une question quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot coder? Vous avez utilisé plusieurs fois le mot coder. Ça veut dire quoi? Que neurone code, oui. Je m'en suis pas rendu compte. Vous vous rappelez peut-être le contexte? Vous avez dit que c'était codé dans les neurones. Ah oui, vous êtes généticien. Oui, coder, je ne l'ai pas utilisé avec un sens lourd. Ce que je voulais mettre en avant, c'est l'idée que quand on a un réseau qui est composé d'un très grand nombre d'agents sans supervision, et c'est valable par exemple également pour des fourmis, on se pose la question pourquoi est-ce qu'on a une fourmilière aussi élaborée alors que les fourmis sont entre guillemets bêtes? C'est l'idée que chaque fourmi quand même possède un certain nombre d'informations. Et donc les neurones, eux aussi, ils ne sont pas inertes, ils sont vivants, ils ont certaines informations, c'est-à-dire ils ont une identité de neurone qui leur donne des propriétés. C'est ça que je voulais dire par ça, mais je ne pense pas à une utilisation très rigoureuse du mot codé, en tout cas en lien avec la génétique. Je suis sûr que Violaine pourra garder la parole encore très longtemps, mais il faut avancer. Merci beaucoup.